Alors, le Hamas, c'est un mouvement assez récent dans l'histoire politique palestinienne. Il est né en 87 dans un contexte en fait de soulèvement populaire dans les territoires palestiniens qui étaient occupés, en Cisjordanie et à la bande de Gaza. Donc, ce qu'on appelle la première intifada. Et il est né en fait à un moment où le mouvement de Yasser Arafat, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, change de programme politique. Donc c'est absolument pas anodin, hein, la naissance de ce mouvement. En fait, c'est un mouvement qui émerge pour contester le changement de programme politique de l'OLP. Et donc fin des années 80, l'OLP déclare en fait l'État de Palestine de manière indépendante. Ce sera fait en 89, mais c'est déjà dans les tuyaux, si je puis dire, en 87. Et reconnaît finalement, établit son État sur les territoires de la Cisjordanie, la bande de Gaza et de Jérusalem-Est pour capitale. Et donc implicitement, on reconnaît que au-delà de ces territoires, il y a un État qui ne revendique plus. Enfin, il y a des territoires, des terres qui ne revendiquent plus et qui est l'État d'Israël. Ça, c'est le premier changement opéré par l'OLP dans la décennie 70, mais qui aboutit là, contre lequel le Hamas va s'opposer. Qui fait que ce parti-là va émerger. Et puis le deuxième, c'est que fin des années 80, l'OLP décide d'accepter finalement la voie de la diplomatie avec l'État d'Israël, alors que jusque-là, son motto, c'était la lutte armée pour retrouver les terres perdues en 1948. Et du coup, là aussi, le Hamas, quelque part, va récupérer ce qu'était le programme politique de l'OLP d'avant, c'est-à-dire la résistance contre l'occupation israélienne, mais aussi la récupération de l'ensemble des terres perdues en 48 par la lutte armée. Voilà, donc voilà, le Hamas naît sur ce programme politique-là en 87. C'est un mouvement, c'est important à dire, qui s'inscrit dans la généalogie et l'histoire des frères musulmans nés en Égypte, donc avec un référentiel religieux, et qui c'est une autre ce qui le différencie aussi de l'OLP qui a toujours revendiqué la Palestine au nom aussi du droit international et du principe du droit des peuples en fait à l'autodétermination. Le Hamas ne justifie pas du tout ses revendications territoriales et politiques à l'appui en s'appuyant sur le droit international et le droit des peuples, mais beaucoup plus sur une rhétorique religieuse de Palestine comme terre sacrée, Waqf, qui doit être appropriée par des musulmans. Voilà. Donc, c'est ce qui fait dire que c'est un mouvement islamiste, mais fondamentalement, il naît sur une revendication politique, territoriale, pour mettre fin à une occupation militaire, celle d'Israël. Alors, l'Union européenne a classé le Hamas comme organisation terroriste en 2001, en fait, après les attentats aux États-Unis du 11 septembre, euh, comme d'ailleurs les États-Unis. Et à l'époque, l'argumentation en fait de l'Union européenne, c'est de dire que le Hamas ne reconnaît pas l'État d'Israël, utilise la violence armée militaire à des fins politiques, et c'est un basculement en fait en 2001. Les attentats, c'est la fin de la légitimité de la lutte par la violence militaire, reconnue comme un droit pour les peuples opprimés, quelque part, qui était jusque-là reconnu en droit international dans les années 70-80. Donc c'est vraiment un basculement qui va quand même conduire le Hamas, et pas que le Hamas, à des évolutions importantes justement sur la pertinence qu'il y a à continuer à revendiquer l'usage de la lutte armée et surtout les attentats contre les populations civiles, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième point, condamnation de la lutte armée utilisée par le Hamas. Donc, le premier, c'était non-reconnaissance de l'État d'Israël. Et le troisième, qui est lié, c'est le refus des accords d'Oslo par le Hamas et du processus de paix, en fait, engagé depuis 1993. Et le Hamas a fait appel, en fait, de cette décision à plusieurs reprises, décision qui a été, pour le coup, prorogée jusque-là. Et en 2019, la Cour de justice européenne a validé de nouveau son jugement d'organisation terroriste. Ce qui fait que ce mouvement ne reçoit pas, par exemple, de subventions directes, enfin d'aide, y compris pour des objectifs humanitaires, depuis 2001. Voilà.
Oui, alors c'est vrai que dans la communauté scientifique, on n'est pas forcément tous d'accord sur la lecture à faire en fait du Hamas. Moi, c'est vrai que j'ai toujours défendu la lecture nationaliste de ce mouvement plus que une lecture qui mettrait en avant un référentiel religieux. D'abord en raison du contexte dans lequel le mouvement est né, que j'ai rappelé tout à l'heure, qui est vraiment un contexte où le mot d'ordre de la première intifada, c'était la fin de l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Et quand le Hamas est né en 87, il y avait un gouvernement national unifié palestinien, donc qui a inclus le Hamas dans des structures de direction, de décision avec les partis politiques de l'OLP. Et le mot d'ordre, vraiment, c'était mettre fin à l'occupation israélienne des territoires, boycotter les produits israéliens dans les territoires, donc sur le plan économique, boycotter aussi tout ce qui était l'administration civile israélienne qui gérait la vie ordinaire quotidienne des populations palestiniennes. Donc le référentiel effectivement religieux, il est là, hein, il distingue le Hamas de l'OLP sur la manière dont on justifie en fait les revendications politiques et territoriales. Après, comme tout mouvement politique, le Hamas a évolué et dans les années de la décennie de la paix, enfin de la paix avec beaucoup de guillemets, hein, mais des années 90-2000, il y a eu beaucoup de discussions internes au sein du Hamas, qui étaient donc dans l'opposition, hein, puisqu'ils refusaient les accords de paix, pour savoir justement s'il fallait ou pas participer à la vie politique palestinienne, et notamment aux institutions politiques et de représentation qui étaient nées des accords de paix et qui constituaient l'autorité palestinienne. Est-ce qu'il fallait participer, par exemple, aux élections parlementaires et il y a eu des scissions avec un petit parti politique qui est né, qui a présenté d'ailleurs des élections en 96 contre le courant majoritaire du Hamas. Et c'est intéressant parce que ce petit courant-là a commencé à réfléchir à quel État on veut construire. Ces membres du Hamas se sont rapprochés de membres de mouvements islamistes de la région, du Proche-Orient, en Égypte, en Jordanie, mais aussi plus tard le PJD au Maroc, etc., pour justement, en tout cas, réfléchir à la construction d'une société islamique, d'un État islamique, etc. Mais c'est la première fois, et c'est dans la décennie 90, qu'il y a une réflexion autour d'un projet politique. Quelle société politique on veut construire, et où là, du coup, le référentiel islamique ne servait pas juste de justification à des revendications territoriales par rapport à Israël, mais aussi à la construction de législation et à la transformation des lois qui étaient en train d'être votées, les premières lois palestiniennes sur les associations, les femmes, enfin, tous les sujets de société. La démocratie, voilà, quelle forme de démocratie on veut, etc. Mais ce petit courant politique, il n'a pas duré, j'ai envie de dire, très très longtemps, ces débats internes au Hamas, et même dans l'espace public, dans les médias, parce que la deuxième intifada, donc de nouveau la reprise de la violence armée entre Israéliens et Palestiniens, quelque part ont remis à l'ordre du jour la nécessité de la résistance face à l'occupation israélienne, ont aussi redonné au sein du Hamas la priorité à l'aile militaire sur l'aile politique, parce que justement le temps n'était plus quelque part à réfléchir à quel État on voulait construire, et pas de terre pour construire cet État. Donc la priorité, c'était déjà sécuriser au maximum les terres qu'on pouvait avoir, sur lesquelles bâtir effectivement un embryon d'État. Il y a eu le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza dans un contexte de quasi-guerre civile. Hein. En 2006-2007, il y a eu beaucoup d'affrontements interpalestiniens. C'est une des conséquences de la mort d'Arafat, d'une certaine manière. Il y avait un vide de leadership. Et dans les premières années de la prise de pouvoir du Hamas à la bande de Gaza, 2007, 2008, 2009, jusqu'à la guerre, l'invasion israélienne de 2009, dans la bande de Gaza, il y a eu un parlement spécifique, hein, quelque part. Et là, effectivement, il y a eu de nouveau des législations, mais y compris au niveau municipal, et des réflexions sur quelle société on veut construire, et effectivement, des législations qui visait à réguler, au nom justement de la religion, les comportements, beaucoup des gens dans la rue notamment, hein, sur la manière de s'habiller, sur qu'est-ce qu'on pouvait boire dans l'espace public, dans les cafés, etc. Mais comme quelque part, quelques années après, au moment des printemps arabes, les mouvements islamistes en Égypte ou en Tunisie, il y a eu, y compris de la part des gens qui ont voté pour le Hamas,
des mouvements de protestation en fait contre ces tentatives de contrôle des pratiques sociales et corporelles aussi, des femmes en particulier, mais pas que, et des pratiques de l'espace public, des tentatives donc de contrôle légal. Donc il y a eu beaucoup de mouvements de protestation dans la bande de Gaza, y compris de gens qui avaient voté pour le Hamas. Et du coup, il y a eu quand même des retraits de certaines législations et une espèce de prudence, un certain pragmatisme à ne pas mettre en place des législations justement qui n'étaient pas si populaires que ça, qui faisaient l'objet de contestations. En plus, dans un contexte où à partir de 2009-2010, le Hamas a eu à gérer une bande de Gaza qui était exsangue sur le plan économique et humanitaire, une crise humanitaire sans précédent, et où du coup la priorité c'était quand même d'apporter de l'eau propre voilà, à la population et voilà, des biens alimentaires. Voilà, donc tout ça pour dire que comme n'importe quel parti politique, le programme politique, il évolue aussi selon la conjoncture, le contexte. Et alors aujourd'hui, on est plus de 10 ans après la prise de pouvoir du Hamas à Gaza, pour le coup en 2017, il y a eu une nouvelle, ce qu'on peut considérer comme une deuxième charte fondatrice du Hamas, un document interne qui a été adopté. Il y a peu de points finalement sur le type d'État islamique, pas islamique, que le Hamas souhaite construire. Ce document, il est vraiment, pour revenir à la question sur le nationalisme, axé par rapport au combat lié à l'occupation israélienne. Voilà. Donc moi, je défends cette idée que c'est d'abord et avant tout un parti nationaliste et qui est vu d'ailleurs aujourd'hui comme le seul parti de la résistance palestinienne par la majorité de la population sur place. Oui, alors depuis 2007, c'est vrai que la situation. Déjà, le Hamas est arrivé au pouvoir par les urnes en 2006, après une victoire législative à la majorité, sans vraiment le penser. Pour le coup, il y avait quand même une majorité des membres de la direction du Hamas qui était favorable à la participation aux élections législatives de 2006. Contrairement à 10 ans plus tôt, les précédentes élections législatives avaient lieu en 1996 et le Hamas avait officiellement, en tout cas, boycotté ces élections parce que pour la direction du Hamas, c'était des élections qui, quelque part, avaient pour objectif de normaliser l'accord de paix. Et 10 ans plus tard, on est dans un tout autre contexte d'échec du processus de paix, de vide politique lié à la mort d'Arafat, et du coup, voilà, une direction politique qui décide au contraire d'aller aux élections pour répondre aussi, entre guillemets, à l'appel de la population. Mais aucun dirigeant politique du Hamas, localement, parce qu'il y avait beaucoup de mairies qui avaient été prises en main par le Hamas une année plus tôt, en 2005, ou nationalement, ne s'était préparé à devoir prendre la direction du gouvernement palestinien. Il pensait avoir une majorité relative, en fait. Donc déjà, c'est un point important à rementionner, à se rappeler, parce qu'il y avait un certain étonnement à la fois en interne, du côté du Hamas, et y compris d'ailleurs dans la communauté internationale, je me souviens très très bien à l'époque. Et à cet étonnement, et je ne dirais pas impréparation, mais en tout cas non-anticipation de la prise de pouvoir politique, c'est ajouté il y a vraiment un comportement d'hostilité farouche de la communauté internationale. Alors, États-Unis, quelque part, on pouvait s'y attendre, l'État d'Israël aussi, bien sûr, l'Union européenne moins, et aussi d'hostilité, et plus que d'hostilité, une politique d'obstruction de la part du parti qui était jusque-là au pouvoir, le Fatah, de Mahmoud Abbas. Et donc, ils sont arrivés effectivement en 2006 avec, dans un contexte de guerre civile, en tout cas de confrontation armée entre groupes partisans palestiniens de plus en plus violents,
la difficulté à former un gouvernement d'union nationale, donc une instabilité politique. Et voilà, cette situation qui les a conduits à un moment donné à prendre par la force militaire le pouvoir dans la bande de Gaza, et à une situation finalement où on a deux gouvernements concurrents sur deux parties du territoire qui sont divisées politiquement mais aussi séparées géographiquement. Donc le Gaza pour le Hamas, avec un gouvernement qui est élu par les urnes, mais pas reconnu par la communauté internationale, et inversement en Cisjordanie, un gouvernement donc tenu par le Fatah de Mahmoud Abbas, qui lui va avoir le soutien de nouveau à partir de 2007 de la communauté internationale et l'aide internationale, et par contre, évidemment, une opposition forte avec le Hamas, et surtout pas de légitimité populaire. Alors, donc ça, c'est le contexte d'arrivée au pouvoir du Hamas, objectivement difficile. Des premières années aussi compliquées parce que justement, ils se prennent une opposition qu'ils n'attendaient pas sur les premières législations qu'ils essaient de mettre en place dans la bande de Gaza en matière justement de contrôle sociétal et culturel un peu. Et puis 2009, la guerre, enfin la première grosse offensive militaire, première depuis la prise de contrôle du Hamas, grande offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza qui vraiment met l'économie à genoux. Et à partir de là, je dirais que c'est une gestion de crise. En fait, depuis 2009, fondamentalement, le Hamas gère crise sur crise, parce qu'il y a eu des épisodes comme ça avec des offensives militaires violentes en 2009, 2011, 2012, 2014, enfin, voilà, à répétition. Et il gère aussi une opposition, je dirais entre guillemets, à droite de l'échiquier politique par des groupes salafistes, djihadistes qui ont émergé dans les années 2010, 2010 on va dire. Opposition qui est double, à la fois justement sur le programme politique de Hamas, parce qu'ils considèrent que justement ils ne sont pas suffisamment offensifs sur le plan des législations de contrôle à la société. Et sur le plan, ils attaquent aussi le Hamas par rapport à ses relations avec l'État d'Israël, parce qu'à partir de 2009, le Hamas va quand même essayer, justement pour éviter de nouvelles incursions militaires, de pacifier, entre guillemets, la ligne de démarcation avec l'État d'Israël, et va quelque part arrêter les opposants politiques qui cherchent à envoyer des tirs lancer des tirs de roquettes ou s'infiltrer en territoire israélien. Et les salafistes et les groupes djihadistes vont s'opposer à cette politique en fait d'arrestation de leurs membres par les forces de police du Hamas. Donc on a dans les années 2010-2011 un Hamas qui est affaibli dans la bande de Gaza par une partie des gens qui pourtant l'avaient amené au pouvoir et qui est aussi affaibli sur le plan de ses ressources économiques, avec un boycott financier de la communauté internationale, mais qui va garder quelque part pour lui, enfin il y a pour lui une très 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 forte délégitimation du gouvernement en Cisjordanie. Donc, comparativement à ce que fait Mahmoud Abbas en Cisjordanie, le Hamas est toujours considéré comme bien mieux sur le plan des décisions politiques. Donc, il conserve de manière générale auprès de la population palestinienne la représentation d'un parti qui va mieux défendre leurs intérêts nationaux, et notamment des réfugiés de Jérusalem, mais aussi la lutte contre la colonisation, etc., que le parti de Mahmoud Abbas, le Fatah, qui vraiment est totalement délégitimé. Et puis il y a des guerres intestines très fortes pour savoir qui va prendre la succession de Mahmoud Abbas. Et en 2017, donc pour revenir à l'évolution de ce parti, ça fait 10 ans en fait que le Hamas tient la bande de Gaza, et il y a nécessité pour les dirigeants quelque part de poser de manière claire ce qui est désormais leur leur programme politique, qui a évolué depuis les accords d'Oslo, bien sûr, et depuis la charte de fondation du parti,
Donc, il y a eu plusieurs documents internes qui ont montré cette évolution, mais là, ce document, il a aussi vocation à, quelque part, annoncer à l'international l'évolution effective du parti, du mouvement sur des points fondamentaux. Et notamment, un des points essentiels, c'est l'acceptation d'une situation à deux États. Voilà, donc le programme politique du Hamas désormais, c'est, en tout cas dans ce document de 2017, c'est la lutte pour un État palestinien digne de ce nom, avec des frontières reconnues, une souveraineté territoriale sur l'ensemble de ce territoire, etc. Jérusalem, bien sûr, Est, etc. Et ça, c'est la première fois, quelque part, qu'un document politique du Hamas fixe ce cadre, cet objectif politique-là, et aussi une situation de trêve militaire avec Israël, voilà, qui est actée aussi dans ce document-là. Oui, alors, enfin, moi, j'ai jamais pensé que le Hamas avait perdu tout crédit au sein de la population palestinienne. Pas du tout. Comme je l'ai expliqué, le Hamas a bénéficié, en fait, euh, de la perte de légitimité énorme du concurrent, le Fatah, en Cisjordanie, mais vraiment une délégitimation drastique qui est liée, en fait, très fortement à la politique de coopération sécuritaire que le gouvernement de Cisjordanie a mis en place depuis les accords d'Oslo, mais encore plus depuis 2007, avec l'armée et la police israélienne, qui conduit finalement la police palestinienne à donner des informations, à jouer le rôle d'agent de renseignement pour l'armée israélienne ou à arrêter des opposants politiques que les Israéliens recherchent, à les mettre dans ces prisons, à transférer des données aux Israéliens, enfin, une politique de coopération sur le plan sécuritaire. Cette politique de coopération, elle est extrêmement impopulaire. Elle a conduit vraiment à non seulement une véritable chasse aux sorcières des membres du Hamas en Cisjordanie, mais de toute forme d'opposition politique, y compris celles qui, dans les années qui ont suivi le printemps arabe, 2011, 2012, etc. Il y a eu beaucoup de mobilisations civiles portées par des jeunes qui se disaient justement, qui voulaient sortir de l'étiquette politique et du combat entre Fatah et Hamas, et qui se sont aussi appuyés sur des mouvements de la société civile israélienne contre la colonisation pour aller dans les villages, justement lutter contre l'expropriation de terres, les arrachages d'oliviers, donc aider les paysans par exemple à sécuriser leur collecte d'olives. Enfin, il y a eu beaucoup comme ça de mobilisation populaire, à la fois liée à la contestation de la colonisation des expropriations de terres, d'une part, mais aussi à la situation économique. Voilà, donc par exemple des jeunes instituteurs pour une augmentation des salaires, des chauffeurs de taxi, etc. Quelque part, progressivement, l'autorité palestinienne s'est mise à arrêter ou en tout cas à menacer toute personne qui contestait son autorité et ses prises de position aussi à l'échelle internationale et la coopération sécuritaire avec Israël. Ce qui fait qu'en Cisjordanie, il y a aussi eu dans les familles des situations de tension parce qu'il y a des délations. Enfin, voilà. Donc, tout ça a contribué à complètement discréditer le Fatah, aussi parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de renouvellement du leadership au sein du Fatah. Et du coup, le parti est dominé par une élite vieillissante et dans laquelle la jeunesse ne se reconnaît pas. Et ça, quelque part, profite, oui, au Hamas, qui, lui, demeure un parti qui est quand même vu comme propre, sur le plan propre, sur le plan aussi des modes de gouvernement. Et puis, effectivement, avec un programme politique ou des revendications politiques qui n'oscillent pas selon les demandes des Israéliens, enfin, et voilà, qui est quand même vu comme le parti de la résistance. Oui, oui. Et du coup, enfin, c'est pas du coup, mais cette représentation-là d'un parti de la résistance, voilà, qui défend les droits nationaux des Palestiniens, le Hamas l'a toujours eu, y compris donc après sa prise de position
en 2007 dans la bande de Gaza. Et là, alors quelque part, il a effectivement son aura qui a augmenté considérablement parce qu'il s'est construit justement, enfin reconstruit comme un parti qui défend l'ensemble des Palestiniens où qu'ils résident, en s'emparant de la cause de Jérusalem, notamment, effectivement, et en quelque part en sortant, c'est stratégiquement et politiquement, c'est plutôt bien vu, hein, en évitant qu'on accole le Hamas à la seule bande de Gaza et en réussissant à reprendre effectivement ou à remettre la cause de l'ensemble des Palestiniens auxquels ils résident dans le paquet des négociations, quelque part. Enfin, à dire que le problème, c'était pas la bande de Gaza ni le Hamas, hein, ni le parti qui gouverne la bande de Hamas. Le problème, c'était l'occupation des territoires et une situation coloniale partout, à Jérusalem, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, et y compris les Palestiniens d'Israël aujourd'hui se mobilisent, mais ça fait déjà quelques années, hein, pour contester contre les expropriations de terres qui visent les Palestiniens d'Israël. Ouais. Il y a une situation de quasi-guerre civile aujourd'hui en Israël même, avec aussi un contexte de montée de l'extrême droite israélienne et un activisme de colons juifs extrêmement virulents, à la fois en Cisjordanie, mais ça fait... moi, j'ai habité dans les années 90-2000, il était déjà présent, hein, avec l'armée israélienne qui s'opposait à des prises des appropriations foncières de groupes de colons, et qui les faisait disparaître Manu Militari au petit matin. Mais c'est devenu de moins en moins vrai, enfin, cette opposition de l'armée à ces groupes de colons dans les années récentes, là. Mais avec de plus en plus un activisme effectivement de juifs extrémistes en Israël même, dans des villages de Galilée, dans le désert du Negev, contre lequel du coup la jeunesse palestinienne d'Israël s'oppose de manière de plus en plus virulente et aussi violente. Oui, alors, enfin, moi, déjà en 2005-2006, quand la communauté enfin, même 2001, quand l'Union européenne a condamné, enfin, a placé le Hamas sur la liste des organisations terroristes, et que du coup, le gouvernement français a dû suivre aussi, effectivement, cette décision-là, j'avais beaucoup plaidé pour la nécessité de ne pas ostraciser les membres de ce parti politique, parce qu'ils bénéficient véritablement d'une légitimité politique en interne. À l'époque, c'était vrai, y compris en Cisjordanie. Enfin, ça paraît quand même totalement aberrant de court-circuiter un parti politique qui, l'année d'avant, avait remporté toutes les grandes villes de Cisjordanie et de la bande de Gaza lors des élections municipales, élections qui avaient été considérées comme démocratiques par l'Union européenne qui les avait observées. Enfin, et parallèlement, au même moment, on avait justement des mécanismes d'enquête sur que devenait l'aide de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne apportée à l'autorité palestinienne, parce qu'il y avait des suspicions justement de corruption, etc. Et des documents internes de la Banque mondiale démontraient que dans ces municipalités-là, prises par les municipalités Hamas, par des maires Hamas, des procédures beaucoup plus transparentes avaient été adoptées et que quelque part, le canal de distribution de l'aide internationale était plus sécurisé dans ce type de municipalité-là que dans d'autres municipalités qui étaient restées aux mains du Fatah. Donc, voilà, je maintiens que pour la situation palestinienne aujourd'hui, et surtout dans un contexte de légitimation profonde du leadership dominant actuellement le Fatah, si on ne donne pas la parole et ne fait pas exister sur la table des négociations ceux qui tiennent un discours politique, alors on pousse la jeunesse vers des modes de protestation violentes et vers des formes désorganisées en fait de violence politique. Voilà.
voilà, on a quand même une jeunesse qui, justement, est très, très, très suspicieuse, ou en tout cas se met à l'écart des formations partisanes, Fatah comme Hamas. Et donc, le risque existe quand même qu'à l'avenir, dans 10 ans, la communauté internationale soit face à des Palestiniens qui, en fait, n'aient pas de structure politique collective pour exister. Et ce sera quelque part aussi leur responsabilité. Les structures politiques qui sont légitimes aujourd'hui, elles existent. Et donc, dans l'hiver 2001 et 2020, pardon, il y a eu des négociations entre des équipes du Hamas à Gaza et des membres du Fatah en Cisjordanie, dans la perspective à la fois du renouvellement, oui, en tout cas du départ de Mahmoud Abbas au sein du Fatah. Et ces discussions ont conduit à la volonté commune, en fait, d'organiser des élections législatives, donc, et que le Hamas puisse y participer en Cisjordanie et inversement le Fatah puisse y participer dans la bande de Gaza. Donc il y a une espèce de plateforme politique qui avait été mise en place, sur laquelle, voilà, membres du Fatah et du Hamas étaient entendus. Mais au sein du Fatah, les personnes qui avaient défendu cette position-là ne sont pas les personnes les plus dominantes au sein du parti. Et il y a aussi tout un courant au sein du Fatah, mais aussi porté par le Hamas, qui défend la nécessité ou la possibilité que Marwan Barghouti, qui est emprisonné, qui est membre du Fatah, et qu'on considère un petit peu comme la figure politique, justement, qui a la légitimité politique en interne suffisante pour prendre la succession de Mahmoud Abbas, puisse se présenter aux élections depuis sa prison. Voilà, donc c'était des négociations durant tout l'hiver pour un petit peu s'entendre sur l'organisation des élections législatives, sur qui pouvait prétendre y participer, dans quel territoire, etc. Et c'est vrai que du coup, au sein du Fatah, il y a une forte décrédibilisation aussi du courant majoritaire autour de Mahmoud Abbas, d'autant plus, voilà, il a annulé là les élections, enfin, ou reporté en tout cas les élections. Il y a une vraie attente de renouvellement. Alors en fait, je pense que l'enjeu, c'est pas tant qui remporterait les élections législatives euh, que, pour les Palestiniens en tout cas, l'enjeu, hein, que la refondation d'un programme politique commun, qu'une entente sur un programme politique commun et sur un leadership politique qui soit vu comme légitime par l'ensemble des Palestiniens au sein de l'OLP. En fait, je ne l'ai pas dit, mais les tractations de cet hiver, elles avaient aussi pour enjeu l'entrée du Hamas au sein de l'OLP. Et justement, les membres du Fatah, des jeunesses et proches de Marwan Barghouti, ils sont favorables. Et Marwan Barghouti est très, très bien vu par le Hamas parce que c'est quelqu'un aussi qui, depuis la prison, fait lien en fait entre les différents groupes politiques palestiniens. Il est celui qui a inspiré le document des prisonniers, qui cherchait justement à reconstruire l'unité nationale après les ententes des années 2005-2006, et aussi qui a toujours défendu l'entrée du Hamas au sein de l'OLP, Marwan Barghouti. Donc, par exemple, si il se présentait aux élections, prenez la succession présidentielle, par exemple, prenez la succession de Mahmoud Abbas, il serait consensuel de tous côtés, en fait. Voilà. Donc, l'enjeu n'est pas tant Hamas-Fatah que qui, au sein du Fatah, prend le pli. Et là, les dernières élections internes de 2016, elles ont été tellement noyautées, phagocytées, etc., que c'est la faction de Mahmoud Abbas qui l'a emportée. Mais on sait quand même globalement que c'est pas elle qui a voilà, le plus qui attire le plus de jeunes ou de cadres, en fait. Voilà, donc ça, c'est un des enjeux
important, en fait, la refondation de l'OLP. Et l'autre enjeu du moment, c'est sur quel programme politique on s'entend. Et ça, que ce soit au sein du Fatah ou au sein du Hamas, il y a des dissensions entre deux groupes maintenant. Ceux qui continuent, et par exemple, Marwan Barghouti, il est encore sur cette ligne, on l'appelle d'ailleurs vraiment le petit père d'Arafat, enfin, sur la ligne arafatiste de défense d'un État palestinien indépendant, donc aux côtés de l'État d'Israël, donc de deux États séparés sur la terre de Palestine. Alors que il y en a aujourd'hui qui disent que le combat, c'est finalement l'État colonial israélien sur l'ensemble de la terre de Palestine, et qu'il ne s'agit pas juste de plaider l'égalité de droit pour les citoyens juifs, israéliens et palestiniens où qu'ils résident, mais qu'il faut d'abord et avant tout mettre fin à une société coloniale et tout son lot d'expulsions. Et par exemple, et ce mouvement est très très fort chez les Palestiniens d'Israël, qui parle de Nakba continue. Il y a un mouvement qui porte ce nom, la Nakba continue, c'est-à-dire l'idée que finalement les dépossessions de terre, les, les appropriations foncières, etc., sur laquelle Israël s'est construit en 48, n'ont jamais cessé, y compris en Israël, à l'encontre des Bédouins, beaucoup dans le désert du Negev, mais aussi des Palestiniens du Negev, etc. Et il y a aussi un mouvement de ce type-là, en fait, de redécouverte de sa propre identité palestinienne chez les Druzes d'Israël. Et c'est des choses que l'État israélien, y compris les services de renseignement, ont un peu sous-estimées. Je ne dirais pas qu'ils ne l'ont pas vu venir, mais politiquement, ils n'ont pas pris en compte suffisamment tôt. Donc, ils sont assez désarçonnés. Assez désarçonnés. Voilà. Donc, la situation en Israël même est très, très préoccupante.